les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Pourquoi moi de Samuel Taylor. Encore d'y penser, les nuits d'insomnie. Tout a commencé par un de ces beaux dimanches après-midi, comme il y en a beaucoup en Californie, avec l'empoisonnement de Blackie, notre petit caniche noir. Mais si quelqu'un à l'époque m'avait affirmé qu'il s'agissait là de la première phase d'un plan visant à me détruire, je lui aurais ri au nez. Voyons, l'idée était absurde. Mais qu'est-ce que j'avais fait, moi, pour que quelqu'un ait envie de me tuer ? À qui ma mort profiterait-elle? Des histoires de ce genre n'arrivent pas à un gérant de magasin de chaussures. Je ne courais pas après les femmes des autres, je ne buvais pas. George Granger, c'est-à-dire moi, était un homme normal. Marié à une femme charmante, père d'une fillette de 8 ans, avec une situation financière saine, payant à crédit sa voiture, son mobilier, son réfrigérateur, sa tondeuse électrique, ses assurances et ses notes de dentiste, enfin, possédant en outre un peu d'avance à la banque et, comme tout un chacun, des taupes dans son jardin. Des types comme moi, il en existait des milliers, rien que dans notre petite ville. Enfin quoi, on n'assassine pas un type quelconque comme ça pour le plaisir. Évidemment, l'aventure qui m'est arrivée est suprêmement désagréable et je ne souhaite une telle expérience à personne. Mais reprenons plutôt les faits dans l'ordre. Nous avons ce dimanche-là, Peggy, mon épouse, et moi, invité nos voisins Lucille et Carl à un barbecue. Lucille et Carl forment un couple bien assorti. Lui est un garçon paisible, un peu enveloppé, mais enfin facile à vivre. Elle est rousse, mince et dynamique. Jolie d'ailleurs, bien que personnellement je préfère les femmes comme Peggy, qui ont un peu plus de chair sur les os, et surtout un caractère plus souple. Nous avons invité également Joe Berry, le cousin de Carl, qui habite Sacramento et qui était venu passer le week-end chez eux. Après le déjeuner, je les accompagne dans leur jardin, dont nous sépare une simple barrière couverte de vignes vierges. Ils se sont installés là un golf miniature. J'espère gagner avec Lucille contre Carl et Joe quand surgit ma fille. « Papa, Blackie est malade, maman aimerait que tu viennes le voir. » Bon, bah d'accord, ma chérie, dès que nous aurons fini la partie. Lucille et moi menons par 18 à 16 quand Peggy arrive à son tour. « Georges, je crois que tu devrais jeter un coup d'œil sur le chien. » Sa voix est calme, mais insistante, vous voyez? Alors je la suis sans tarder, et je découvre Blackie au garage, couché dans son coin. Il respire avec difficulté et se tord de douleur, la pauvre bête. Je l'emmène aussitôt chez le vétérinaire qui décrète tout ce que je peux faire, c'est adoucir son agonie. Bon. Il est près de 10 heures du soir quand je rentre à la maison. Peggy détourne la tête après avoir croisé mon regard et moi, je me mets à jurer, réaction normale d'un homme impuissant devant la peine de sa femme. Si seulement je savais qui a pu faire une saloperie pareille. Non, Georges, me dit Peggy, qui est une femme de tête. Nous ne tenons pas à le savoir. Qu'est-ce que cela changerait? Peggy a raison, comme la plupart du temps d'ailleurs. Notre fille, Julie, dort. Nous lui dirons demain que Blackie a été heurté par une voiture. Mais, malgré son chagrin, nous sommes décidés, ma femme et moi, à ne pas reprendre de chien. Non, le risque est trop grand avec un empoisonneur dans les parages. Bref, la semaine s'écoule calmement, sauf que moi j'ai du mal à dormir la nuit. Je m'attarderai volontiers au lit le samedi suivant, jour où mon sous-directeur tient pour moi le magasin, mais nos voisins font un boucan d'enfer. Carl et Lucie ont entrepris de repeindre leur maison, m'explique Peggy. Carl devait tout faire lui-même cette semaine, mais si tu avais vu le mal qu'il se donnait pour éviter tout effort.
Et elle me raconte en riant que chaque fois qu'elle jetait un regard chez eux, elle voyait Karl se prélasser au haut de l'échelle en fumant tranquillement. Pas un cheveu de décoiffé, les chaussures bien nettes, le pli du pantalon impeccable. Lucille a dépensé plus d'énergie à le convaincre de se mettre au travail que lui à peindre. Je me demande d'ailleurs pourquoi elle s'acharne. Il ne changera jamais. Heureusement que Joe est là depuis hier soir. Il va pouvoir les aider. Effectivement, grâce à l'aide du cousin, venu par le train parce que sa voiture est en panne, les travaux avancent vite. Je note d'ailleurs au moment de prendre le petit déjeuner qu'ils ont déjà presque fini le côté de la maison qui nous fait face. Karl, ce matin, a les cheveux ébouriffés et il s'est barbouillé de peinture en essayant d'aller aussi vite que Joe et Lucille. Celle-ci, debout entre les deux hommes, manie vigoureusement le pinceau. Au moment où je verse le café, Joe pousse un hurlement. Je relève la tête pour le voir dégringoler de l'échafaudage, son pot de peinture à la main. Lucille crie, mais Joe se redresse déjà. Je l'entrevois derrière la vigne vierge, couvert de peinture des pieds à la tête. Bon, soulagé qu'il soit sain et sauf, nous éclatons de rire. Et même j'applaudis depuis ma fenêtre. Très à l'aise, Joe remonte sur l'échafaudage et se remet à peindre en se servant de ses cheveux comme d'un pinceau. Nous plaisantons pendant un petit moment, puis Lucille demande à Karl d'aller en ville racheter de la peinture, parce qu'ils vont en manquer. Quelques minutes plus tard, Karl vient me trouver. « Ma voiture refuse de démarrer, me dit-il. Pourriez-vous me prêter la vôtre ?» Bon, je lui confie mes clés. Tandis qu'il se dirige vers le garage, moi, je retourne à mon café. Et c'est au moment où je saisis ma tasse que se produit l'explosion qui me projette cul par-dessus tête à côté de la cuisinière. Peggy, pour sa part, est tombée à la renverse. Seule, Julie, ma fille, est restée à sa place, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. Les vitres de la cuisine sont tombées et le souffle a légèrement décollé la toiture. Comme j'achève ce constat, j'entends Lucille hurler « Karl !» Monsieur Villers, du bureau du shérif, m'expliquera par la suite qu'on a placé une charge de dynamite sous le siège de ma voiture, reliée par un fil au démarreur. En l'actionnant, Karl a déclenché l'explosion. Le pauvre a été tué sur le coup. Du moins, n'a-t-il pas souffert. Je suis d'autant plus heureux pour lui qu'il m'a sauvé la vie en perdant la sienne. Parce que, à l'évidence, c'était moi, la victime désignée, et peut-être ma famille. 2 heures plus tard, nous serions montés, Peggy, Julie et moi, pour nous rendre à l'église. Mais le destin a voulu que Lucille ait obligé Karl à repeindre sa maison, que leur voiture ne démarre pas, que celle de leur cousin soit au garage, que Joe lui-même tombe de l'échafaudage en renversant son pot de peinture, ce qui a obligé Karl à m'emprunter ma voiture. En tout cas, nous savons maintenant qu'on a empoisonné Blackie pour pouvoir tranquillement saboter notre voiture la nuit. M'explique Peggy, ma femme, qui est une femme de tête, tandis que nous rentrons du cimetière dans notre nouvelle auto. J'accélère aussitôt, inquiet pour Julie, ma fille, que nous avons laissée à la garde d'une babysitter. Dieu merci, nous la retrouvons saine et sauve. Dès le lendemain, nous rachetons un autre chien, un petit terrier nerveux. Julie est d'autant plus ravie qu'il aura le droit de dormir à la maison. Oui, ça, il n'est pas question qu'on vienne lui aussi nous l'empoisonner la nuit. Et vous vous en doutez, je vis désormais dans une angoisse permanente. D'autant que le matin suivant, je reçois au magasin une lettre qui porte le cachet de la poste locale. Mon nom et mon adresse, comme le texte de la lettre, sont composés de caractères et de chiffres découpés dans un journal. Et elle est ainsi libellée. Vous avez eu de la chance, mais la prochaine fois, ce sera vous, votre femme et votre gosse. La menace est claire. Je me précipite une nouvelle fois au bureau du shérif. Monsieur Villers me déclare qu'il est peu probable que l'assassin essaie une seconde fois de me tuer par le même procédé. En outre, il me harcèle de questions dans l'espoir de découvrir qui peut m'en vouloir, ainsi qu'à ma famille.
famille Granger échappera-t-elle à l'assassin? Vous le saurez dans quelques instants. Le plus dur, voyez-vous, dans une aventure de ce genre, est de se trouver obligé, soudain, de douter de tous et de toutes. Pour ma part, je commence par protester auprès du shérif. Mais enfin, shérif, personne n'a de raison de me tuer. Il ne peut s'agir que d'un fou, d'un cinglé, d'un déséquilibré. Réfléchissez, monsieur Granger, c'est pas un crime commis sur une impulsion, mais un attentat prémédité. Quelqu'un doit avoir une excellente raison de vous supprimer, me dit le shérif. Alors je me mets à chercher, sans succès, il faut bien le dire. Du coup, je n'arrive plus à dormir. Tout le monde a des ennemis, m'a affirmé Wheeler. Tout le monde possède quelque chose que quelqu'un d'autre convoite. Tout le monde a offensé son prochain. Cherchez bien. Et pourquoi ne pas le croire? Enfin, qui peut m'en vouloir à ce point? Tom Stone, qui a été mon rival quand j'ai fait la cour à Peggy. La lutte a été sans merci, c'est vrai, mais enfin, 6 mois plus tard, il épousait Alice Duke. 11 ans se sont écoulés depuis, et ils ont maintenant 4 enfants, aussi beaux les uns que les autres. Lydia Primrose, dont le mari fait partie du conseil municipal, que j'ai surprise dans mon magasin en train de voler à l'étalage et à qui j'ai expliqué que je ne voyais pas pourquoi je fournirais gratuitement des chaussures à toute sa famille. Enfin, l'affaire s'est réglée discrètement. Backwater peut-être, à qui je refuse depuis des années l'entrée de mon club, malgré sa situation, sa fortune et son influence, parce que je sais que son cabaret est un tripot de bas étage. Enfin, est-ce qu'on tue un homme et sa famille pour un motif de ce genre? Vous savez, quand on a des insomnies et qu'on en profite pour réfléchir, on découvre un nombre incroyable de gens à qui on a marché sur les pieds. Mais enfin, qui, bonté divine, peut me haïr au point de vouloir me tuer? Un membre de mon église ou de l'association pour l'embellissement de la ville dont je fais partie? Un collègue du club, un voisin, le caissier de la cafétéria, le concierge de l'immeuble qui jouxte le magasin, mon comptable, mon sous-directeur, un de mes employés, mais qui? J'ai eu, c'est vrai, une prise de bec avec le type qui habite de l'autre côté de la rue un jour parce qu'il a pris l'habitude de reculer chez moi pour tourner dans la rue. Bon, qu'il rentre chez moi, ça m'est bien égal, mais qu'il rate son coup et m'esquinte mon lierre à chaque fois, ça, je ne le supporte pas. Bon, je reconnais que j'ai écrasé le chat d'un autre type qui habite un peu plus loin. On a eu des mots. Enfin, j'ai du mal à croire qu'il m'en veuille encore alors qu'il a déménagé et que je me souviens même pas de son nom d'ailleurs. Bon, bien sûr, il y a aussi Louis Nelson, à qui nous n'adressons plus la parole depuis qu'il a menacé d'abattre Blackie s'il s'aventurait sur sa nouvelle pelouse. Enfin, il est fâché avec tout le voisinage, lui, alors. Non, mais rien de tout cela ne justifie un assassinat. Oh, peut-être que si. Bah si, on s'aperçoit en lisant les journaux qu'on tue bien souvent pour des niaiseries, une simple humiliation ou pour un peu d'argent. Vu sous cet angle, bien des gens peuvent vouloir comploter ma mort, ça c'est vrai. Et ma femme, Peggy, la première, pour toucher l'assurance. Elle ne dort guère, elle non plus. Elle a maigri, la pauvre, ses grands yeux gris lui mangent à présent tout le visage. À un moment, je pense même à déménager. J'en parle à Peggy. Je trouverai facilement une autre gérance. Mais Peggy me fait valoir, en femme de tête qu'elle est, que nous serons sans doute mieux protégés en restant où nous sommes. Toutes les polices à présent se sentent concernées, me dit-elle. Outre le bureau du shérif, la police municipale, puisque tu as reçu ta lettre au magasin. Et la police fédérale, puisqu'elle t'est arrivée par la poste. Non, non, il ne faut pas bouger. Et c'est ainsi que, 3 jours plus tard, arrive à la maison, et également par la poste,
une boîte de chocolat empoisonné, fabriquée, Dieu merci, de façon rudimentaire. On voit qu'on y a percé de gros trous dont s'échappe une espèce de poudre blanche. L'adresse du paquet est, comme celle de la lettre anonyme, composée de caractères découpés dans un journal. Peggy est en compagnie de Lucille, venue prendre un café lorsque la boîte arrive. Toutes deux la portent aussitôt au shérif. Le contenu est analysé. Les chocolats sont remplis d'arséniate de plomb, le produit avec lequel on traite les arbres. J'appelle moi-même le shérif qui ne paraît pas très ému. « Tentative bien maladroite », me déclare-t-il placidement. Je lui réponds d'un ton acide. « Admirable déduction, mais enfin, si Peggy n'avait pas été là et que la petite, se trouvant seule, ait ouvert le paquet, hein, eh ben elle serait morte alors qu'il est. » « Inutile de crier comme ça, monsieur Granger, me répond-il. Bon, je préfère lui raccrocher au nez tellement il m'énerve. Je le traiterais volontiers d'abruti, de parasite qui vit au crochet des contribuables, mais j'ai encore la sagesse de m'abstenir. J'ai l'impression de plus en plus de vivre dans une jungle. Malheureusement, ce genre de paysage ne m'étant pas très familier, je ne sais pas comment survivre. Pour nous changer les idées, le lendemain, heureusement, Joe arrive de Sacramento. Lucille vit de café et de cigarettes depuis la mort de Carl, et Joe l'a invité à passer quelque temps chez lui, espérant la distraire de son chagrin. Toute la journée du vendredi, Peggy, ma femme, fait des rangements avec eux. Puis, le soir, comme leur maison est encore en désordre, elle les invite à dîner. Là, nous vivons une soirée formidable. Oui, malgré les soucis du moment, l'alcool aidant, nous rions comme des fous. Mais Peggy, ma femme, est la seule à ne pas trop s'amuser. Mais aussi, elle ne boit jamais beaucoup. Le lendemain matin, alors que j'aide à mon tour Lucille et Joe à empaqueter, Peggy me hèle depuis la barrière. Elle accompagne Julie au catéchisme et me demande d'arrêter d'ici un petit moment l'appareil d'arrosage qu'elle a posé dans le massif de devant. Bon, je n'y pense qu'une heure plus tard, et comme je rentre dans la maison pour me préparer un café, j'aperçois, en traversant le séjour, le journal de la veille que je n'ai pas encore lu, dans la corbeille à papier. Je l'attrape, je le déplie, et qu'est-ce que je vois? Le journal part en petits morceaux. On a découpé des lettres dedans. Ça ne peut être que Peggy, puisqu'il était encore intact, ce journal, lorsque nous sommes partis tout à l'heure, Joe et moi, rejoindre Lucille. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Mais pour me donner le temps de réfléchir, je retourne chez ma voisine et poursuis mes rangements sans dire un mot. Je ne pense qu'à une chose. C'est Peggy, ma femme, la coupable. Mais pourquoi? Comment? C'est alors que le facteur sonne chez Lucille. Il apporte une lettre express, postée 1 heure plus tôt, destinée à Joe. L'adresse est faite de caractères découpés dans le journal. Joe nous en lit le texte à haute voix. Carl était son 3e mari. Vous êtes sa prochaine victime, camarade. Mais qui peut m'envoyer ça? Demande-t-il d'une voix qui s'étrangle. Mais qui veux-tu que ce soit? Réplique Lucille d'une voix coupante en fronçant les sourcils. Peggy, naturellement. Mais comment est-ce qu'elle a pu deviner? Mon Dieu, j'imagine déjà les manchettes des journaux. Une femme complote l'assassinat de son mari, et j'en suis tout hébété. Mais je n'ai pas l'occasion de m'interroger plus longuement sur les implications de cette découverte. Joe m'a déjà sauté dessus et tente de m'étrangler, tandis que Lucie glapit. Vas-y, tue-le! Tu aurais dû le faire plus tôt. Je t'avais bien dit qu'ils avaient tout compris. Moi, je n'y comprends rien. Je ne comprends pas non plus comment le shérif a réussi à arriver juste à temps pour les empêcher de me faire passer de vie à trépas. Les 2 complices emmenés, menottes aux mains. Il me faut un certain temps avant de réaliser que la bombe mise dans ma voiture ne m'a jamais été destinée. Et non,
Elle visait Karl et uniquement lui. La première lettre et les chocolats empoisonnés avaient pour objet de me désigner comme la victime et de faire passer la mort de Karl pour un accident. Tout a été soigneusement prémédité. La mort de Blackie, mon petit chien. La chute de Joe, de l'échafaudage, renversant la peinture. La voiture qui refuse de démarrer. Vous avez une femme de tête, monsieur Granger, conclut le shérif. Quand elle m'a téléphoné tout à l'heure que votre voisine avait une liaison avec le cousin de son mari, ça m'a ouvert des horizons. Moi, j'avoue que je suis trop assommé pour lui répondre que le mien d'horizon a bien failli se fermer à tout jamais à cette occasion. Non, parce que si Peggy, ma femme, est une femme de tête, elle a pour une fois négligé un détail qui risquait de me coûter la vie. Elle n'avait pas prévu que son astuce, pour obliger les deux comparses à se démasquer, pouvait très bien se retourner contre moi. Non, de toute manière, je continue à me poser une question. Pourquoi moi ?